On oublie de mettre du temps dans l'agenda parce que, tu sais, maintenant, les gens, ils ouvrent leur agenda puis c'est ça qui dicte un peu leur emploi Ça a l'air du d'un temps. sapin de Noël. Là, Puis, c'est la nature a horreur du vide et tout se remplit. Et il y a des rencontres par-dessus rencontres. Hein, c'est pas une métaphore, c'est vraiment une par-dessus C'est l'autre. littéralement ça. Je pense que dans vos débuts, vous êtes dans les premières que j'ai entendu ouvertement dire, tu sais, pour une rencontre de 60 minutes, on va booker 50 minutes. C'est comme, ceci est intelligent. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis Et Fran Deloum. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode de Nuance-moi ça avec Mélissa et Fran de Nuance, ça c'est nous. Fait que aujourd'hui, nouvel épisode, mais surtout épisode avec une personne invitée, ce qui est incroyable parce qu'on avait très hâte de le faire. Mélissa, veux-tu nous présenter le pourquoi du comment on est ici aujourd'hui? Oui, donc on a la chance d'être avec Julie de Deux Saisons, qui est une entreprise qui se spécialise au niveau de tout ce qui est le leadership nouvelle vague, mais aussi la gestion du temps, le temps blanc, comment prendre soin de la gestion de sa charge mentale, la gestion de son énergie mentale également, dans le cadre du travail, des spécialistes en développement organisationnel. Bref, je vous suis depuis longtemps, j'apprécie énormément ce que vous faites, votre approche, puis là, plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'atomes crochus. Et ça ne faisait que du sens que de parler justement de ces atomes crochus-là en termes de ce que vous faites, votre spécialité, puis comment est-ce que ça vient rejoindre aussi ce qu'on fait en neuroinclusion, parce que la neuroinclusion, ça se fait de différentes façons. Ça peut passer aussi par ça. Donc, merci d'être avec nous, Julie. Bien, ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Très contente de vous voir en vrai aussi aujourd'hui. Vraiment, on s'est rendu à Québec là, juste pour ça aujourd'hui. Ben oui, puis là j'écoute ton introduction puis je suis prête à signer. Mais dis-nous, rapidement, la petite histoire de Deux Saisons, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ça, puis l'impact que vous voulez avoir au Québec avec qu'est-ce que vous faites? Écoute, Deux Saisons existe depuis 5 ans, donc 2019, avant la pandémie. À ce moment-là, j'étais maman de 2 jeunes enfants, assez jeunes. Même, j'étais de retour d'un 2e congé maternité. C'est là que, en fait, depuis le début de ma carrière, il y a quelque chose qui m'a frappée. Puis je commence souvent l'histoire avec ça. Moi, de mon côté, c'est là que ça a commencé. Première job, temps plein dans un bureau. Je ne comprends pas pourquoi je suis obligée d'être présente de telle heure à telle heure. Petite rebelle, va. Et là, je me dis, il me semble que je pourrais tellement mieux optimiser mon temps. Quand j'étais à l'université, j'organisais mon temps pour être efficace avec mon rythme, mon énergie, mon niveau de concentration. Je pouvais aller m'entraîner, prendre une pause. On avait cette autonomie-là. Et là, on arrive au travail, première job à 23 ans, plus d'autonomie du tout. Tu dois être là de telle heure à telle heure et même si tu as du travail à faire, tu n'en as pas, t'es là. Donc oui, rebelle malgré moi. J'aurais donc aimé ne pas vivre cette dissonance-là puis de pas être frustrée. Mais ça m'a toujours un peu habité. Puis je me suis mis rapidement à faire de la recherche sur les nouveaux modèles d'organisation du travail. Puis on se rappelle, on était dans l'époque des startups à ce moment-là où c'était, bon, les façons de faire étaient différentes dans ces entreprises-là. Puis j'ai beaucoup documenté, beaucoup lu là-dessus. Même que je me suis beaucoup intéressée à l'entrepreneuriat dès ce moment-là. Et je suis même allée travailler dans le monde de l'entrepreneuriat pour côtoyer plus d'entrepreneurs parce que pour moi, ça devenait comme un peu une solution peut-être, l'entrepreneuriat, de pouvoir créer mon propre modèle. Fait que ça a commencé à germer assez tôt. Puis j'ai multiplié les actions pour me rapprocher de ce petit rêve-là qui me faisait un peu peur, on va se le dire, de me lancer en affaires. Mais c'est pas petit, là. C'est quand même intimidant, honnêtement. À 23 ans, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Puis là, tu te dis, il me semble, ça m'appelle, mais là, c'est risqué. Donc, j'allais travailler à la Fondation de l'entrepreneurship. J'ai côtoyé des entrepreneurs. Je suis allée travailler en start-up RH en plus. J'ai vraiment, toujours avec ce radar-là, sous mon radar, les nouveaux modèles, les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons d'organiser le travail, puis les nouvelles générations, les nouvelles idées qui venaient avec ça. Donc, c'est devenu un peu comme ma passion. Je connais ça. Et j'ai même lancé une communauté qui s'appelait Les Inspirés à l'époque. C'était une communauté de jeunes professionnels qui rêvaient d'incarner leurs valeurs au travail, que ce soit à travers le champ d'expertise dans lequel ils travaillaient, que dans les projets, qu'il y avait des idées de projets. Bref, on était toute une belle communauté, un blog, des contenus qui faisaient la promotion de ces valeurs-là.
Puis, ben là, après ça, j'ai travaillé en agence, milieu créatif, milieu le fun, où est-ce qu'il y a, bon, déjà très axé sur la conciliation travail-famille. Donc, pour moi, c'était un nouveau modèle. Je me suis imprégnée de tout ça, mais là, il est arrivé un moment où je me suis dit, ben pourquoi on va pas plus loin? Pourquoi c'est autant documenté, autant il y a de modèles, autant dans le monde du travail, on n'arrive pas à appliquer ces nouvelles approches-là. C'est comme si on avait peur que ça ne fonctionne pas. On avait peur que ça va nous rendre moins productifs, alors que moi, j'étais convaincue que ce serait le contraire. Puis à ce moment-là, moi, un de mes chevaux de bataille, là, c'était le télétravail. Hein. C'était avant la pandémie. J'étais comme, comment ça se fait qu'on ne peut pas faire du télétravail? Plus que ça, tu sais. T'es comme Mélissa, t'es une hipster du télétravail. Oui. Moi, j'ai commencé à faire du télétravail en 2012. Ouais. Puis de avoir une équipe 100% virtuelle, puis de voir comment c'est possible. Puis après ça, avec la pandémie, le monde dit « Ah, c'est bien compliqué. » Non, c'est juste une façon différente de collaborer. Là. Ben oui, puis en fait, quand les conditions sont rassemblées pour que tu aies un certain leadership de toi-même, que tu aies une certaine autonomie, que tu ben en théorie, c'est pas un obstacle, c'est plutôt un tremplin. Puis à ce moment-là, ben il fallait encore en faire la démonstration, il fallait encore en faire une promotion. Donc, bon, tout ça étant dit, 2 enfants maintenant, le besoin de travailler autrement est encore plus grand. Je voulais être là pour mes enfants, je voulais, tu sais, il y a comme plein de choses, je voulais pouvoir organiser mon horaire. Je pense que si je suis vraiment honnête, cette notion-là de pouvoir organiser mon horaire a toujours été vraiment viscérale. Et là, je rencontre Marie-André, qui est une ancienne collègue. On est allé prendre un café ensemble. Elle était aussi à la croisée des chemins dans son parcours professionnel. Elle avait été entrepreneur aussi. Donc, elle aussi, elle souhaitait garder une certaine autonomie, mais elle se questionnait, qu'est-ce qu'on va faire rendu? Où est-ce qu'on est rendu? On va-tu aller dans un rôle de gestion, dans une organisation, une grande organisation? On était comme rendu là dans notre vie, tu sais. Mais là, on avait ben trop peur de la culture du travail qui venait avec ça, de dire, tu vas être obligé de dire bye à ton 9 à 5, faire du temps supplémentaire comme juste de présentéiste pour montrer que tu es engagé dans ta job, pas être là pour tes enfants. Là, pour nous, c'était comme, c'est sûr que c'est pas ça qu'on voulait. Inenvisageable. C'était pas nos valeurs, puis on voulait pas, tu sais, on était des professionnels engagés, mais pour nous, l'engagement passait pas par ces comportements-là. Donc, on a décidé de lancer notre propre modèle en disant, ben, on va partir de notre entreprise, puis il va y avoir une double mission. La première mission, ça va être de montrer que c'est possible de bâtir une entreprise en santé qui est performante, entre guillemets, tout en mettant en place ces nouveaux modes de travail-là. Puis deuxièmement, ben, on va aider les entreprises, les gestionnaires qui veulent aller dans cette direction-là à le faire eux aussi. Donc ça, c'est vraiment la prémisse de base. Et rapidement, en fait, notre travail, quand on a bâti notre entreprise, c'était intentionnel de travailler autrement. On n'a pas répliqué des modèles. Fait qu'on a bâti notre modèle, le modèle temps blanc, on va en parler tantôt, vraiment en fonction de nos besoins et de comment on voulait travailler. Puis on a organisé notre travail autour de ça. Et bien, finalement, depuis 5 ans, on fait évoluer ce modèle-là. Puis on l'a structuré, maintenant on l'enseigne, on l'a documenté. Puis ultimement, pour se rendre compte que ben, la science a évolué en même temps que nous. Hein, il y a eu beaucoup de documentation, beaucoup de choses qui sont sorties dans les dernières années. À chaque fois, ça venait confirmer ce que intuitivement, on avait voulu faire. Puis, quand j'ai lu parce que, tu sais, vient avec ça toujours un petit sentiment d'être outsider, de ne pas être capable de faire comme tout le monde, de dire pourquoi moi, je ne suis pas capable de juste être bien dans la culture du travail telle qu'elle est. Pourquoi moi, j'ai besoin que ça soit différent? Des fois, tu te dis, coudonc, tu sais, c'est moi qui ai un problème d'adaptation. Mais finalement, quand tu lis, disons, Sonia Lupien, qui son dernier livre sur le stress du travail, le stress au travail, bien, je me suis dit, Colin, mon cerveau, ce qu'il m'envoyait comme signal, c'était ses besoins. C'était juste la bonne façon de fonctionner pour lui. Puis je l'ai entendu. Fait qu'à la limite, ben merci à moi-même d'avoir entendu mon cerveau dans le sens où ça m'a protégée. Ils vont en thérapie toute une vie pour trouver ce que tu as trouvé, là. Non, mais pour s'entendre, c'est ça, finalement, tu sais, mon défaut, c'était d'être capable d'entendre ces signaux-là puis de les écouter. Puis finalement, ben, j'ai fait la paix avec mon défaut. Ben moi, je trouve que c'est pas tant un défaut qu'un facteur de protection, une qualité. Tout ce que je pense, c'est « teach me, please », là, comme « wow », franchement. Là. Puis ce qui résonne beaucoup avec ce que tu dis, puis on en parle beaucoup quand on parle d'entrepreneuriat puis de profils neurodivergents, c'est cette surreprésentation-là en entrepreneuriat de personnes neurodivergentes de par le fait qu'on n'arrive pas toujours à rentrer dans ces boîtes-là très hermétiques, peu flexibles des organisations.
vous, c'est ce que vous avez fait, ça a été de briser cette boîte-là, de suivre cet instinct-là, mais pour toutes les personnes, c'est pas toutes les personnes qui ont ces référents-là ou ces connaissances-là connexes qui permettent de sortir de la boîte, puis on a tendance à toujours recalquer ce qu'on connaît. Fait qu'on va être entrepreneuse, puis on va recalquer ces moules-là qui nous étaient si inconfortables. Fait que c'est ça que j'aime de votre approche, c'est que vous avez re-questionné le moule, puis ça s'est avéré que ça correspondait avec les études. Puis nous aussi, on suit beaucoup d'études sur beaucoup de choses, mais après ça, quand on voit que ça avance en même temps que nous, on voit qu'il y a toujours des corrélations. Donc, ça aussi, ça fait du bien de voir ça. Fait que je suis contente que vous l'ayez vécu, là. Oui, bien ça, c'est la petite histoire. Puis, tu sais, ultimement, on s'est questionné sur comment on voulait se positionner, qu'est-ce qu'on voulait vraiment comme notre mission plus large. Puis, on le résume maintenant, tu sais, par l'évolution de la culture du travail, mais dans notre mission, elle est vraiment sociale. Puis j'aime que vous aussi, vous avez une approche sociale de la neuro-inclusion, neurodiversité. Je trouve qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, dans le sens où le travail, c'est social. Tu sais, des fois, on pense que c'est économique, mais tu sais, c'est pas qu'économique, c'est une grosse partie de la société. Et aussi, au moment où on a lancé De Saison, on avait beaucoup d'amis qui étaient en arrêt de travail, d'épuisement. Tu sais, comme, justement, bon, tu te donnes à fond dans le travail, puis là, tu as un premier enfant, après ça, là, tu as un congé maternité, là, tu as un deuxième enfant, là, tu as un autre congé maternité, là, tu dois retourner. Là, tu retournes, puis là, tu n'es plus capable nécessairement de suivre, tu as besoin d'adapter ta façon de travailler, de vivre et tout ça pour... Mais là, il n'y a pas vraiment d'outils, de ressources pour t'aider à faire cette transition-là. Fait que la conciliation travail-famille, vie personnelle, que nous, on a rapidement renommé satisfaction, travail, famille, vie personnelle. Donc, une approche très englobante du temps, de l'espace mental, d'un point de vue individuel, mais aussi, on est allé jusqu'à dire, OK, bien, la santé durable d'une société, la santé de la société, mais le fait qu'elle va durer dans le temps puis qu'elle va être soutenue dans le temps va aussi beaucoup dépendre de la culture du travail. Parce que la culture du travail a de plus en plus d'impact sur la santé des gens. Ben oui, puis là, ça va être ma minute nerd du moment, mais tu sais, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. Là. Je pense au modèle bifactoriel de la satisfaction là, de Herzberg, si je ne me trompe pas. Tu sais, ne pas être insatisfait au travail, donc avoir un salaire décent, être en sécurité, ne veut pas dire être une personne satisfaite, épanouie au travail. Il y a comme une marge différente, il y a des facteurs différents qui vont venir contribuer à ça, dont justement... tu sais, le sentiment d'autonomie, le fait de pouvoir développer ses compétences, d'être aligné avec ses intérêts, il y a plein de choses. Puis là, je m'écarte du modèle de base, là, mais c'est juste de voir que il y a le neutre, puis après, il y a la satisfaction, puis c'est comme une autre discussion plus approfondie aussi. Oui, fait que, tu sais, notre approche est très macro, mais en même temps, nos actions, moi, j'avais, tu sais, tu disais, vous avez su inventer, tu sais, comme réécrire les règles. Moi, mon métier était d'être stratège, donc, comme stratège, j'étais déjà dans mon expertise, c'est disons, le processus d'innovation, de réflexion stratégique, de trouver des solutions en dehors de la boîte. Je travaille dans une boîte créative. Donc, c'était pour moi un modus operandi inné, là, je pense, en moi, mais aussi qui était appliqué au travail. Donc, c'est ça que j'ai mis en place. J'ai juste appliqué ça au monde du travail. Puis c'est vraiment dans ce mode d'innovation sociale-là qu'on a voulu positionner De Saison, qu'on voulait amener des nouvelles façons de faire, puis aussi, pas juste dire ça va être ça maintenant, la nouvelle façon de faire pour tout le monde, mais plutôt que chaque équipe, chaque organisation à explorer des nouvelles solutions, puis des nouveaux modèles, puis à trouver les bons modèles pour eux, puis à être plus dans un mode agile comme ça, puis pas juste méthode de gestion de projet agile, mais vraiment une vraie agilité dans la culture du travail. Puis c'est quand même logique dans le sens où il se passe tellement de choses, puis il y a tellement de changements qu'on voulait vraiment innover au travail, amener les gens eux-mêmes à se sentir capables, d'avoir la permission, en fait, de vraiment être, pas juste subir la culture du travail, mais y contribuer, participer, puis amener cette culture-là dans les équipes qu'on peut bâtir ensemble, co-créer ensemble. Puis tout ça au profit de quoi? Mais au profit de la société, de la santé dans la société. Donc, redéfinir la performance pour inclure cette notion-là de santé. Musique à mes oreilles. C'est tout ça se recoupe, mais si on veut les hiérarchiser, il y a vraiment c'est comme du développement durable. Nous, on dit qu'on est dans le développement durable des personnes et des organisations. Le S de l'ESG. C'est ça, exactement. Mais ça reste un langage théorique, que c'est pas tout le monde qui connaît, ou c'est pas tous les gestionnaires ou tous les employés qui connaissent ce cadre-là de référence. Fait que nous, on essayait d'aller vraiment dans la vulgarisation, donc de parler le langage de tout le monde, puis d'essayer de rendre ces façons de faire-là accessibles, puis
comme prémisse, on a dit, ben on va développer des solutions faciles à implanter qui vont améliorer votre qualité de vie, que vous allez pouvoir vous-même personnaliser, puis tout ça. Parce que j'avais tellement fait de plans stratégiques que j'étais tannée de faire des plans stratégiques puis de ne pas voir les résultats au bout. Je voulais faire des solutions qui allaient accélérer le passage à l'action, puis ça allait faire en sorte que les résultats allaient être vécus plus rapidement par les gens en bas de la pyramide. Oui, ouais. Parce que là, sinon, ce que ça fait, c'est que c'est tellement long avant que ça descende, que c'est long avant que nos défis soient, nos enjeux, nos souffrances soient réglés, tu sais. Effectivement. Fait que nous, notre approche, elle est vraiment, on peut travailler avec la haute direction, comme on peut travailler avec les gestionnaires, on peut travailler directement avec les employés, puis on est dans cette innovation sociale-là, puis on a développé des solutions comme le modèle temps blanc, comme des parcours, comme des petits trucs plus clés en main qui permettent d'activer ce processus. Fait que là, pour la discussion qu'on a aujourd'hui, puis pour le bénéfice de notre auditoire qui est des professionnels de gestion, principalement probablement en ressources humaines, là, le modèle que vous avez développé, ça serait intéressant de regarder justement ce que c'est, puis de faire des parallèles avec comment est-ce que ça a un bénéfice en termes de neuro-inclusion, fait que d'avoir cette valse-là en différents temps. À travers le modèle temps blanc, dans le fond, tu nous disais qu'il y a différents types de temps blanc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, tu sais, de façon macro, le modèle temps blanc, puis après ça, comment ça se divise, puis peut-être qu'on pourrait rentrer dans certains morceaux? Oui. J'ai l'impression qu'on s'en va à l'aventure. Je trouve ça fun. Vous pourrez réagir en temps réel sur qu'est-ce que vous voyez comme bénéfice. En fait, le modèle temps blanc, c'est vraiment un modèle d'organisation du travail qui est basé sur les besoins des personnes qui composent l'équipe. Donc, tu sais, à la base, on a identifié comme 8 types de temps blanc. Oui, mais il pourrait en avoir plus, il pourrait en avoir moins. Mais en général, c'est pour partir la discussion, disons. Puis, ces 8 types-là, ben, ils correspondent à 8 besoins qui sont trop souvent ignorés dans notre planification, dans notre organisation du travail. Parce qu'on dirait que quand on planifie pour une productivité ou parce qu'on prend des raccourcis, ben on oublie de mettre du temps dans l'agenda parce que, tu sais, maintenant, les gens, ils ouvrent leur agenda puis c'est ça qui dicte un peu leur emploi du temps. Ça a l'air d'un sapin de Noël. Puis, c'est la nature horreur du vide et tout se remplit. Et il y a des rencontres par-dessus rencontres, hein, puis c'est pas une métaphore, c'est vraiment une par-dessus l'autre. C'est littéralement ça. Et puis, tu sais, des courriels, puis de la communication qui prend toute la place. J'allais dire, c'est encore pire en plus depuis le télétravail, parce qu'on s'est comme dit qu'on avait oublié qu'avant, en présentiel, ben, on marchait d'une réunion à une autre, on avait le temps d'aller chercher un café, d'aller aux toilettes. Là, on est juste comme, faut que je les mette back à back. On oublie que c'est comme des besoins humains et biologiques dans le milieu. Je pense que dans vos débuts, vous êtes dans les premières que j'ai entendu ouvertement dire, tu sais, pour une rencontre de 60 minutes, on va booker 50 minutes. J'étais comme, ceci est intelligent. Mais ça, c'est fou. La réunionnite, là, c'est comme un peu un des irritants majeurs dans les équipes. Puis on dirait que nos réunions débordent tout le temps. Les réunions ne sont pas nécessairement efficaces. Puis on peut comprendre pourquoi. Là, on a tellement de rencontres qu'on a zéro le temps de se préparer à nos rencontres. Fait que là, on a du temps à l'agenda pour travailler sur un projet. C'est pas du temps de travail personnel qu'on a, c'est du temps de réunion. Fait que là, on est supposé travailler dans la réunion, mais là, il y a plein de monde, tout le monde apporte plein de choses, fait que finalement, il n'y a rien qui se crée. Tu sais, on fait juste brasser des choses, puis là, on se reparle. Fait que là, chacun retourne, mais là, on a-tu vraiment eu le temps de travailler sur ce qu'on s'était dit ou on va se reparler pour se dire qu'on n'a pas eu le temps? Tu sais, il y a comme un peu toujours J'ai eu beaucoup trop de flashbacks en ce moment. On en parle tellement des réunions, tu sais, à quel point ça peut être non neuro-inclusif, justement. Tu sais, il n'y a pas d'ordre du jour. Là, entre deux choses importantes, on va parler de ce que notre chien a mangé dans le champ, puis que d'un coup, il a expliqué. C'est donc bien random comme exemple, Mélissa. J'ai juste l'image du bébé chien qui mange une abeille, tu sais. Ça ne tentait pas de dire on va parler de nos fins de semaine. Non, de ce que mon bébé chien a mangé dans le champ. Faut dire agence en action, que veux-tu? Mais pas de chien en plus, c'est trop fascinant. Elle a une image dans sa tête. L'image du bébé chien qui a mangé une abeille. Et voilà, c'est parfait. Mais, fait que dans le fond, on va me ramener. Je vais m'auto-ramener. Le temps blanc, donc c'est un modèle, il y a différents types de temps blanc, mais temps blanc n'égale pas un temps où je fais rien. Non. En fait, temps blanc, à la base... puis moi, je vous rappelle, j'étais stratège dans une agence, donc c'est sûr et certain que moi, j'en avais besoin de temps blanc. Le temps blanc, c'était un de mes besoins viscéraux, d'avoir du temps de recul. Si j'étais toujours en réunion, je stratégisais pas. Je veux dire, j'avais pas de nouvelles idées, j'étais pas capable d'aller assez en profondeur dans mon analyse, dans ma réflexion, dans ma recherche. Fait que
si on m'overbookait, j'étais tout le temps en train de dire j'ai pas assez de temps blanc, j'ai pas assez de temps pour travailler là-dessus. Puis là, je t'ai donné 1 heure, je t'ai donné 2 heures. Mais non, c'est pas ça. J'ai pas besoin d'une petite boîte, j'ai besoin d'une grande boîte. Puis la grande boîte, là, laisse-moi, tu sais, comme du lousse pour que je puisse, parce que c'est pas quelque chose que tu commandes, là, tu sais, de la créativité. Voyons la créativité, pas sur demande. C'est ça. Donc, le temps blanc est plus l'équivalent d'un temps pour réfléchir, pour prendre un recul. Je te dirais qu'à la base, le concept, c'est un temps de recul. Oui, tu l'as bien dit. Un temps de recul. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps de recul-là? Ben, il peut y avoir plusieurs choses, mais c'est... Puis on l'a vraiment... Autant il peut y avoir des temps blancs qui vont être au bénéfice de notre santé personnelle ou de mieux-être. Il va y avoir du temps blanc qui va être bénéfique au travail, du temps blanc qui va dans le temps de travail, du temps blanc qui va dans le temps plus personnel peut-être. Mais c'est vraiment une approche que chacun peut prendre puis dire, OK, sont où mes besoins? De quel temps blanc, moi, j'ai le plus besoin présentement dans ma vie, au travail? Qu'est-ce qui me permettrait de travailler mieux, de créer plus de valeur, d'utiliser mes compétences, d'utiliser ma créativité, justement, de vraiment aller puiser en moi le meilleur que j'ai à offrir à mon employeur. Comment je peux aller le chercher? Bien, souvent, ça va venir si j'aurais le temps de récupérer, si j'avais du temps libre pour me changer les idées, si j'avais du temps pour bouger, si j'avais du temps pour réfléchir, si j'avais du temps pour travailler de façon concentrée, si j'avais du temps pour juste clencher mes affaires puis pas être dérangée, si j'avais du temps pour les imprévus. Fait qu'il y a plusieurs types de temps blanc qui sont juste jamais à l'agenda. Oui. On est supposé faire ça dans le temps qui n'est pas rempli, mais là, qu'est-ce qu'on fait quand tout le temps est rempli? Puis où est-ce que, à la limite, tu as l'impression que tes collègues vont penser que tu ne travailles pas si tu n'as rien dans ton agenda un après-midi. On en est rendu là, c'est complètement fou, là. Ça n'a pas de bon sens, effectivement. Mais non, mais j'allais aller, tu disais de réagir en live si on voyait des liens, puis tu sais, justement, le besoin de récupérer n'est pas le même pour tout le monde. Après, s'il y a eu beaucoup d'interactions sociales, ben tu sais, je vous ai partagé tantôt que j'avais une fatigue cognitive parce que, justement, moi, ça m'a demandé un effort, bien, ça n'a peut-être pas demandé le même effort pour toi ou pour toi. Donc, c'est là où la conscience de la neurodiversité devient absolument essentielle, c'est que tout le monde n'aura pas le même besoin de ce fameux temps blanc de la même nature, au même degré, que ce soit pour se ressourcer, que ce soit pour avoir des idées, que ce soit pour se structurer, que ce soit pour se concentrer, parce qu'on peut avoir une plus grande difficulté à retrouver un état de concentration ou à changer de tâche, par exemple. Effectivement, c'est des fois les difficultés de la flexibilité cognitive dans ces changements-là. Puis ça me fait aussi penser, quand on regarde au monde de l'agilité, ces concepts-là de Blue Work, Red Work, parce que le Blue Work est axé sur l'analyse, puis le Red Work est axé sur le fait de faire. Puis quand on revient à la productivité, c'est comme si on se disait, bon, ben voici une forêt, puis tout ce qu'on va faire, c'est bûcher du bois, mais on prend jamais le temps de partir avec un drone puis regarder la forêt, comment elle est placée, est-ce qu'on est en train de bûcher du bois de façon à ce qu'on ne nuise pas à la forêt, etc. Fait que ça me ramène à ce concept-là aussi qui existe en parallèle. Mais non seulement la culture de performance comme traditionnelle nous amène à être toujours un peu dans un focus de red work, de dire il faut que produire, jamais perdre une minute, jamais perdre 1 heure, surtout pas 1 heure, puis c'est vraiment être en mode remplir, puis tu sais, focuser, être trop proche de l'arbre, le nez trop proche de l'arbre, d'une part, mais aussi c'est que des fois on va avoir tendance à dire certains postes, c'est comme tu as du recul puis tu analyses certains postes, tu fais tout le temps, tu exécutes tout le temps. Puis ça, je pense que peut-être que pour certaines personnes, ça convient, mais je pense qu'il y a aussi, la majorité des gens ne sont pas d'un seul type, là, ils ont besoin des deux pour bien travailler. T'sais, on est tous intelligents, on est dans une économie du savoir, où est-ce que c'est le cerveau, là, puis on a, notre cerveau, c'est notre outil, nous on dit souvent, c'est notre principal outil de travail, c'est pas notre ordinateur, c'est notre cerveau. Est-ce qu'on le comprend, notre cerveau? Est-ce qu'on sait comment il fonctionne? Est-ce qu'on connaît ses besoins? Est-ce que le travail est organisé autour des besoins du cerveau? C'est ça. C'est ça un peu le changement de paradigme qu'il faut avoir. Au lieu d'avoir l'approche machine, productivité, usine, là, on travaille avec des humains. Il faut travailler avec l'humain, puis comprendre l'humain, puis adapter nos façons de faire à l'humain. Et, ben, tu sais, selon justement le neurotype de la personne, la personnalité, c'est les préférences, mais aussi le poste, comme je le disais, mais aussi la saison de la vie dans laquelle tu te retrouves. Tellement. Tes besoins changent. Et ça, si on peut... Fait que là, on n'est plus dans une approche où chaque personne a son modèle temps blanc. C'est à chaque semaine, tu peux revoir ton horaire en fonction de tes besoins. Puis en fonction... Puis là, je sais, j'entends les gens dire « mais là, si tout le monde s'écoute trop leurs besoins, là, on ne fera pas grand-chose dans notre entreprise. » Mais c'est tellement fou en plus, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a juste envie de rien faire, de n'avoir aucun comme...
purpose, sens. Les gens, À moins que tu sois veulent s'épanouir. À moins que tu sois dans un environnement franchement toxique puis que ce soit des comportements qu'on va considérer comme étant déviants. Mais... Ben, en fait, c'est sûr que ça... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à trouver un sens dans leur travail quand le travail a été justement... peut-être que c'est... Oui, c'est ça, puis que le sens est effrité, puis on a perdu l'essence même de... Puis, tu sais, je vais séparer la motivation parce que, tu sais, il y a d'autres éléments qui font que la motivation est présente ou pas. Ouais. Mais, tu sais, si les éléments de la motivation sont là, bien, un des éléments de la motivation, c'est l'autonomie. Puis le manque d'autonomie puis de l'attitude décisionnelle, c'est aussi un risque un facteur de risque psychosocial. Donc, avec le modèle temps blanc, on vient vraiment travailler sur l'autonomie. Puis les gens sont très attachés présentement à leur télétravail, par exemple, ou à la flexibilité d'horaire parce que c'est ce qui peut leur donner une certaine autonomie. Puis le télétravail fait que là, ben, tu sais, tu as un petit peu plus d'autonomie parce que tu es chez vous, puis tu sais, tu n'as pas comme la pression de la culture du travail autour de toi qui te surveille. Tu dis, je peux reprendre possession de mon temps. Ouais. Puis ça, c'est humain. Puis je pense que c'est vraiment... Faut pas dire « les gens, ils volent le temps ». C'est pas ça, on n'est pas là. Les gens ont besoin de cette autonomie, ont besoin qu'on leur fasse confiance. Puis oui, peut-être qu'ils ont besoin de développer leur leadership personnel pour bien utiliser ce temps-là. Puis tu sais, le temps blanc permet ça aussi. Mais ultimement, tu sais, c'est de dire « OK, ben tu as une autonomie sur comment tu vas organiser ton temps de travail. » Puis oui, je disais tantôt les besoins de chacun, mais aussi, il faut que tu gardes ta planification, garde en tête les besoins du travail, de tes collègues, les besoins de tes clients, les besoins de l'organisation. Tu sais, je veux dire, tout ça fait partie de l'équation. Puis après ça, chacun est libre d'organiser son temps en fonction... Tu sais, on nous demande toujours des formations sur la gestion des priorités. Tu sais, c'est quoi la gestion des priorités? Bien, ultimement, les priorités, c'est des besoins qu'on va venir hiérarchiser sur un délai raisonnable pour y répondre. Fait qu'il faut inclure dans l'équation les besoins des humains aussi. Parce que si on fait juste une gestion des priorités avec les besoins du travail, bien, les besoins de l'humain, ils ne sont jamais pris en compte. Donc, ça répond à la question un peu de pourquoi les gens sont en épuisement, pourquoi les gens sont désengagés, ils se protègent parce que là, leurs besoins, tu sais, puis c'est pas vrai qu'on répond à nos besoins juste de 5 heures à 6 heures le matin. Là, non, puis ça me fait pas... Ça pétille dans ma tête. Non, mais il y a 2 morceaux que je veux amener. Tu sais, le premier, je pense que c'est Estelle Morin. Oui, je sais. C'est Estelle Morin qui s'était penchée sur la distinction entre le sens du travail et le sens au travail. Puis ça aussi, c'est important, justement, d'avoir un sens au travail va t'amener à t'engager, ta motivation, ton autonomie. Puis le télétravail, tu sais, on l'a observé aussi que pour plusieurs personnes, au contraire, ça a engendré de la productivité. Puis là, moi, je prends mon expérience vécue quand je suis tombée comme gestionnaire présentiel à gestionnaire de télétravail. Au début, là, comme tu dis, la peur du vide, j'avais tellement peur que je ne sois pas en train de travailler pour démontrer que j'étais productive et engagée puis présente parce que j'étais à distance. Puis à un moment donné, j'ai dû vraiment prendre un temps d'arrêt, faire comme, attends une minute, là. En ce moment, là, si j'étais en présence au bureau, qu'est-ce que je serais en train de faire? Je serais pas en train de m'inventer une tâche à faire. Je serais en train de réfléchir, je serais en train d'aller discuter avec les équipes, je serais en train de faire 1001 autres choses que là, chez moi, j'ai pas. Fait que je peux pas me mettre à télétravailler comme je travaillais au bureau. Ça change mes normes, ça change mes référents, mais je suis devenue d'autant plus productive quand j'ai compris ça, puis que j'ai commencé à suivre aussi mes pics de productivité, de créativité. Mélissa le sait, là, moi, je suis extrêmement productive. Je dois faire la moitié de ma journée entre 6 et 8 le matin. Ça, je pouvais pas le faire dans un contexte de présentiel. Puis maintenant, c'est là où j'accomplis des miracles. Plus de choses. Ouais. C'est ça. Puis autant, ce que j'aime avec tout ça, puis quand on parle de neurodiversité puis de neuroinclusion, c'est l'inclusion de tout le monde. Puis, tu sais, vous faites ce travail-là sans nécessairement l'axer sur des besoins de personnes neurodivergentes, mais en même temps, tout ce que vous faites, ça reflète les besoins qu'on voit aussi, puis qu'on adresse avec d'autres outils, mais où ce que je trouve que votre outil a une façon de communiquer qui est très universelle. Je pense que c'est ce que je trouve le fun, c'est que peu importe que je sois neurodivergent ou pas, on est fatigué, il y a des façons d'optimiser, puis voici une façon de le faire qui est efficace pour tout le monde. Fait qu'en termes de différents types de temps blanc, si on en prend un, par exemple. Ben en fait, j'en ai nommé quelques-uns tantôt, mais on a parlé, par exemple, du temps de récupération. Oui. Ben en fait, dans les temps personnels, on les sépare quand même encore plus, mais disons, le temps de récupération, c'est souvent quelque chose qui va être nommé « Ah, j'ai livré quelque chose, un gros dossier, puis là,
tout de suite après, là, j'ai déjà une autre rencontre pour commencer autre chose. J'ai pas de temps de récupération. Puis où ça va être nommé dans un contexte de conciliation travail-famille, où est-ce que, ben après ma journée de travail, je récupère pas, là. J'ai un autre chiffre qui commence, puis je me couche complètement épuisée, exact. puis le lendemain, je recommence, puis j'en ai pas de temps pour reprendre mon souffle. Puis tu sais, le temps de récupération, Sonia Lupien, elle en parle aussi dans son livre comme étant comme une des façons de venir répondre un peu à l'attention fragmentée, venir diminuer son stress, de pouvoir prendre, elle a dit, 1 heure de temps 1 heure par jour, elle va promener son chien, là, par exemple. Bien, tu sais, ça, de dire, ah, ben j'ai un temps que je prends pour moi, puis il me permet de me reposer cognitivement, il me permet peut-être de me reconnecter à moi, d'entendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, on va aller vers la gestion des émotions, la gestion du stress aussi, parce que ça, il n'y a pas d'espace non plus pour ça dans les journées de travail, là. Puis, tu sais, Dieu sait qu'on vit tous des émotions, on est des humains, puis des fois, pour certaines personnes, c'est plus long aussi processer les émotions, ou tu sais, on va les vivre plus intensément, puis là, on a besoin de plus d'espace. Donc, ça prend cette autonomie-là quand même. Fait que le temps blanc le temps blanc pour soi, il y en a comme 4 types. Donc, récupération, il peut y avoir reconnexion à soi, justement, pour identifier ses besoins. Comment tu fais pour identifier tes besoins si tu n'as pas eu le moment pour te reconnecter à toi, tu sais? Fait que, tu sais, ultimement, le temps blanc, c'est comme une série de rituels de routines qui ont... C'est faire une routine qui a du sens. On dit qu'un rituel, c'est une routine qui a du sens. Donc, c'est une série de... Tu peux le voir comme un grand rituel de planifier ta semaine comme, pour qu'elle ait du sens, ou tu peux le voir comme plusieurs petits rituels qui ont du sens pour toi, qui répondent à des besoins. Et ça fait en sorte que, ben, c'est des saines habitudes de vie qui sont en prévention en matière de santé mentale, santé physique aussi, parce que en ayant du temps pour récupérer, ben, tu vas marcher, par exemple. Donc, tu sais, ça va répondre à des besoins de prévention au niveau de la santé physique. Tu sais, c'est juste de revenir à lui-même de quoi il a besoin, puis d'organiser le travail pour soutenir l'ensemble de ces besoins-là. Mais ça demande une certaine permission de l'équipe, tu sais. Mais là, en fait, dans les clients que tu as, est-ce que tu arrives et tu dis, bon, mais mettons que la semaine de travail, c'est 40 heures. Est-ce que, mettons, cette heure-là de récupération ou ces moments-là, ça tombe sur les heures de travail, donc la personne, elle est, en gros guillemets, productive, tu as une norme de productivité, 38 heures? Ça dépend des entreprises, parce que dans certaines, tu sais, nous, c'est ça que j'allais dire, ça prend une certaine permission de l'équipe. En fait, tu peux suivre le modèle temps blanc pour toi, puis l'appliquer dans ta vie à l'intérieur du cadre existant, puis tu vas réussir. Mais si l'équipe a suivi la formation modèle temps blanc, puis tout le monde a pris conscience de ces besoins-là, puis de cette peut-être nouvelle façon de travailler-là, bien, ça vient tout de suite changer la culture du travail. C'est quand même assez, un peu magique, c'est un peu notre paye, là, à chaque fois qu'on... Tu sais, les gens adoptent l'expression temps blanc et d'emblée, ils vont se donner une permission de prendre des temps blancs. Ce qui va arriver le plus souvent, ça va être sur l'heure du dîner, par exemple. Là, je vais prendre du temps sur l'heure du midi. Maintenant, je ne mangerai plus devant mon bureau. Tu sais, souvent, ça va être comme devant mon ordinateur. Il y a des milieux où ça va être autour, grappiller autour. Le temps blanc, perso, il y en a 4 types. Il y en a qui vont le voir plus comme organiser leur temps personnel. Parce que des fois, on gaspille notre temps blanc aussi. Hein? On a notre temps vide là, qu'on pourrait utiliser pour répondre à nos besoins. Ben, on va scroller, par exemple. Parce que là, on s'est rendu qu'on a peur aussi du temps vide. Là, tu disais, hein, quand j'ai peur de ne pas être productif, ben là, on dirait qu'on est tellement habitué d'être stimulé tout le temps que quand on n'est pas stimulé, notre cerveau cherche une stimulation. Donc là, on cherche sur le téléphone, on va scroller. C'est pas mêlant, on aime ça de surstimuler. Puis je sais que c'est une expérience qui est répandue autour de moi. Tu sais, t'es rendu que t'écoutes un film, mais t'es comme pas assez stimulé par le film, fait que tu scrolls en même temps. Ça n'a plus de bon sens. On est tout le temps en train de solliciter nos cerveaux. C'est complètement fou. Ouais. Mais tu sais, c'est une certaine prise de conscience aussi, puis de se dire, OK, non, mais ça va me faire du bien, ce temps-là, ce temps blanc-là de récupération ou de reconnexion à moi-même. Puis, tu sais, il y a différents... Nous, dans la formation, on va donner plusieurs exemples, tu sais, comme comment tu peux vivre ce temps blanc-là, puis c'est à chacun de trouver sa méthode, puis on demande aux gens de partager leur façon de faire, comme ça peut donner des idées aux autres. Oui. Puis, tu sais, il y en a qui le font déjà, puis qui trouvent déjà, puis il y en a d'autres qui se donnent pas la permission. Fait que ça vient comme un peu dire, OK, ben je pourrais me la donner, cette permission-là. Ah, ben je vais me la donner d'abord, tu sais, je pensais que j'avais pas le droit, tu sais. Fait que, il y a comme tout ça, finalement, puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'il y ait 20% du temps de travail que ce soit du temps blanc. Tu sais, dans le sens où il y a du temps blanc que c'est du temps de travail. Oui, absolument. Du temps de réflexion, du temps de planification, du temps de travail individuel, du temps en profondeur, du temps pour les imprévus. C'est juste que c'est pas du temps qui se prévoit toujours d'avance. Des fois, oui. Mais des fois, vu que c'est pas du temps parce que, tu sais, ça arrive que les gens vont se bloquer du temps dans leur agenda, du temps de travail personnel, mais souvent, il va être booké par-dessus. Parce que les gens vont se dire, ah, ben là, elle n'est pas occupée.
et pas avec quelqu'un d'autre. C'est comme quand t'es pas en groupe, t'es pas en train de communiquer avec quelqu'un, c'est comme si tu étais libre. Fait que le respect du temps individuel, il est à réapprendre dans les milieux de travail. La journée est vide, fait que je peux, là, c'est assez frappant, je trouve, comme exemple, là, ce côté de je me bloque du temps, si on n'a pas pris le temps comme organisation, comme équipe, de se rappeler que ce temps blanc, ce temps personnel, il est légitime, il est prioritaire, il va tout le temps prendre le bord. Puis de le quantifier aussi un peu. Tu sais, dans le fond, on a besoin de combien de temps, tu sais, comme pour travailler versus pour se réunir, pour jaser, pour faire des appels, pour faire des Teams. C'est même chez les gestionnaires, là, on le voit, les gestionnaires, c'est comme, ben moi, il faut que mon équipe, tu sais, il faut que je sois disponible, là, je me sens pas légitime de mettre du temps à mon agenda où je suis pas disponible, parce que c'est comme si que je me sauvais de mon équipe. Ben non, là, tu sais, toi aussi, comme gestionnaire, tu as de la valeur à créer, tu as des idées à canaliser, tu as du travail productif à faire. Fait que, tu sais, ultimement, c'est... Puis l'autre affaire qu'on voit des fois, c'est qu'on va bloquer une journée complète en disant, là, cette journée-là, je vais pas me faire bouquer parce que là, on a besoin de temps blanc, on a besoin de temps de recul, puis de se retrouver avec nous-mêmes, puis se faire une tête, puis de réfléchir, puis planifier, puis... Fait que là, on va se bouquer une journée complète. Mais ça sera pas plus productif en une journée complète parce que là, on va être tellement brûlé, premièrement, de tout. Fait que là, dès qu'il va y avoir un petit trou, là, on va comme... Là, on sera pas productif pantoute, là. Parce que ce qu'on a besoin d'abord, c'est de récupérer. Fait qu'on aurait besoin d'un temps blanc de récupération. Après ça, un temps de reconnexion pour repartir de son inspiration, tes besoins, puis analyser. Il y a des phases, là. Puis après ça, du temps de travail, de réflexion, du temps de planification, du temps de travail en profondeur. Fait que de décortiquer. En ce moment, ce qu'on observe, c'est que dans les organisations, on veut comme trop en faire. Beaucoup trop en faire. Puis parce qu'on sous-estime le temps que ça prend réellement à faire les choses. Puis, tu sais, vu qu'on... Puis on planifie pas toutes ces étapes-là donc je viens de décortiquer. On le voit comme un... Ça sort d'un chapeau. Oui, c'est ça, c'est un peu tout ou rien, c'est magique, tu sais. Mais qu'on planifie pas, mais après ça, on se demande pourquoi. Pourquoi on court après notre queue? Pourquoi il y a des dépassements? Pourquoi ça nous... Fait que là, on se met toujours dans une genre de situation d'échec. Oui, puis on éteint des feux, puis on est en réactivité constamment. Puis un autre parallèle que je fais, c'est une stratégie qu'on propose souvent qui est neuro-inclusive, c'est le time boxing. Oui, c'est ça. Ça ressemble beaucoup. En fait, c'est comme une approche brandée, du time boxing, mais avec une profondeur... Oui, puis je trouve qu'il y a une couche ajoutée, en fait, c'est de dire, est-ce que le time boxing, justement, il prend vite le bord, comme tu dis, si on n'a pas mis ces balises communes dans l'organisation, dans l'équipe, fait que c'est de se dire, je time box mon temps blanc, je le légitimise, je le priorise, je le structure en ayant identifié le besoin que j'avais, pas que ça devienne juste un time boxing de dérangez-moi pas, il faut que je sois méga productif. T'sais. Oui, puis souvent, quand on va faire du time boxing sans avoir pris conscience avant de son rythme, de ses besoins... Puis parce qu'il y a ça, il y a beaucoup la notion de rythme personnel là-dedans. Quand est-ce que, tu sais, toi, c'est quoi, tu sais, comme, c'est-tu le matin que tu as besoin de temps de concentration ou c'est comme l'après-midi? Ou, tu sais, ça demande une introspection puis de se dire, tu sais, c'est sûr qu'après ça, il faut se coordonner. Fait que là, il y a une partie personnelle, d'autonomie, puis après ça, il y a une partie où, j'ai pris le temps de comprendre comment moi je fonctionne, je peux le partager, puis là, chacun peut partager, puis on peut essayer de trouver une solution qui va fonctionner avec tout le monde. Par exemple, on a eu des équipes qui ont décidé de mettre des temps de non-communication à leur agenda, où est-ce que là, toute l'équipe ensemble, ils disent, à ce moment-là, on essaye de ne pas se déranger. Après ça, chacun peut décider, il va utiliser ce temps-là pour quel type de temps blanc, selon son rythme. Mais au moins, il y a un temps de non-communication. Parce que, tu sais, le temps blanc de communication, c'est un peu... c'est un type de temps blanc, puis c'est un peu contre-productif, c'est un peu contradictoire parce que ce qu'on dit, c'est que les communications prennent tellement de place qu'elles viennent gober tout notre temps blanc, toutes nos bonnes intentions de temps blanc. Fait que finalement, on n'en a pas. Fait qu'il faut comme bien dompter les communications. Puis quasiment faire un atelier juste là-dessus. Dans ta discipline. Mais ça, c'est un bon point. Puis après ça, quand on a dompté un peu les communications, on a libéré de l'espace pour protéger nos autres temps blancs dont on a vraiment besoin, puis qui nous aident vraiment à travailler mieux, puis à faire en sorte qu'on est capable de durer dans le temps. Puis je pense que c'est autant de travailler mieux puis avoir une saine performance puis créer de la valeur que c'est protéger la santé des personnes puis s'assurer qu'ils s'épanouissent dans le travail puis qu'il leur reste de l'énergie pour continuer autant dans leur vie personnelle que professionnelle. Oui, puis quand je compare avec ces réflexes-là, soit juste du time boxing tout nu comme ça ou d'avoir des formations sur la gestion du temps et de la priorité, ce que j'aime avec l'approche, comment tu la présentes, c'est vraiment de reconnecter avec ses besoins. Donc, si je suis une personne neurodivergente ou j'ai des personnes neurodivergentes dans mon équipe, je suis capable d'avoir une approche qui va permettre de reconnecter avec ces besoins-là. Puis chaque personne, tu sais, on peut avoir différents défis selon les personnes, mais pour certaines personnes, au niveau de la flexibilité, le fait de
avoir des temps de transition, par exemple. Ça peut être très c'est ça. difficile, mais très nécessaire pour une personne neurodivergente, surtout quand on a une difficulté de percevoir le temps. Donc, d'avoir ces intentions-là et ce processus-là très clair, en fait, pour moi, est beaucoup plus gagnant que juste gérer tes priorités puis timeboxer. Ben oui, puis et surtout si là, on enseigne à tout le monde à faire la même approche, puis la même... Parce que là, tu sais, c'est arrivé En fait, en général, quand on donne la formation au modèle temps blanc, on a des gens qui sont, disons, TDAH, qui vont venir nous voir, vont dire « Hey, ça, tu sais, moi, avec le temps, j'ai découvert que c'est vraiment ça fonctionne pour moi, puis tout ça, puis tu sais, ça fonctionne, je pense que ça m'aiderait vraiment. » C'est arrivé une fois qu'on a eu une personne qui nous a dit « Ça, c'est vraiment pas pour les personnes neurodivergentes. » Mais c'est parce que dans les exemples qui avaient été nommés dans l'équipe, tout le monde avait un groupthink. Tout le monde était d'accord sur la façon de l'appliquer. Fait qu'on n'a pas eu dans les exemples une diversité d'exemples. Puis là, même si nous, peut-être qu'on n'avait pas assez fait attention pour en nommer d'autres, on avait comme... Fait que là, c'est comme tout le monde était d'accord qu'il y avait une seule façon d'utiliser le temps blanc. Mais dans le fond, il aurait fallu avoir différents exemples. Mais non, mais l'être humain qui aime tellement catégoriser aussi. Fait que ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une approche par principe aussi. Tu sais, ça donne des principes, ça donne des ingrédients qu'après, tu fais un peu ta recette pour toi. Ben oui. Mais on revient vite, puis ça, c'est comme tu dis, le groupthink, là, on vient vite des fois à catégoriser, à mettre des recettes, à mettre des trucs clés en main, puis on oublie l'essence même de l'approche, finalement. Tu sais, moi, ça fait 5 ans que... Moi, ça m'aide énormément, OK? Parce que, tu sais, veux pas, quand on est entrepreneur, on a plein de chapeaux, puis ça fait en sorte qu'on a beaucoup à gérer, tout ça, fait que ça peut devenir la charge mentale. Tu sais, dans le fond, les gens, la charge mentale, c'est comme c'est quand même une bonne solution à la charge mentale parce que, d'une part, on sait qu'on va avoir de l'espace pour venir la gérer, cette charge mentale-là, tu sais, en tout cas. Mais à chaque saison, même à chaque semaine, tu peux comme changer mais tu sais, j'ai revu souvent mon modèle. Tu sais, j'en ai un modèle, là. Disons, le lundi, j'ai une journée sans rencontre aussi. Moi, je le sais que le lundi, j'aime ça commencer dans ma tête, ma journée dans ma tête, puis réfléchir. Puis là, c'est voir le survol de ma vue d'ensemble, puis là, me pencher sur chacun des trucs, prendre des notes. Ou est-ce que, tu sais, comme réfléchir. Si je commence mon lundi en rencontre, je me sens parachutée, puis là, après ça, tout déboule, puis j'ai pas le temps de réfléchir. Fait que, tu sais, disons ça. Ça reste. Mais tu sais, j'ai bougé des blocs, j'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs. J'ai dit, ça, finalement, je suis pas capable. Tu sais, tu dis, ça prend de la discipline. Tu sais, ça demande collectivement de respecter ces balises-là qu'on se donne. Puis oui, on n'est plus habitué, là, parce qu'il n'y en a plus de balises. C'est comme tout le temps, n'importe comment. Fait que oui, on se redonne des certaines balises, mais en même temps, on se donne des permissions nouvelles qui font vraiment du bien. Fait que, tu sais, quand on dit, on enlève quand on veut changer nos habitudes, on remplace par une habitude qui est comme qui nous fait du bien, ou on va venir coller une habitude sur une autre. C'est tous des trucs qu'on peut mettre en place pour le temps blanc, mais tu sais, exemple, moi, pendant longtemps, quand j'allais porter encore même aujourd'hui, je vais reconduire mes enfants à l'école, j'en profite pour prendre une longue marche, puis tu sais, c'est comme mon moment de temps avec moi, de temps blanc de reconnexion à moi-même, et tout ça, ça me fait de transition vers le travail. Quand j'arrive, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de trouver ces petits trucs-là pour soi, de s'observer, puis de se dire, qu'est-ce qui fonctionne? Puis si... T'sais, d'une saison à l'autre, le contexte au travail, des fois, n'est pas pareil. Des fois, on est plus sur la route. Des fois, on est plus au bureau. Des fois, il y a l'école. Il n'y a pas l'école l'été. C'est sûr qu'il faut souvent revoir. Mais en même temps, ça nous donne une flexibilité qui fait en sorte que ça nous donne aussi une confiance. Que peu importe ce qui arrive, je vais arranger ça, mon horaire, je vais réussir à me sentir que j'ai une certaine efficacité personnelle aussi. Que je suis satisfaite de ma journée quand je me couche le soir. T'sais, je suis contente de ce que j'ai accompli au travail, je me suis occupée de ce qui était le plus important, mettons. Je suis contente de ce que j'ai accompli à la maison parce que je me suis occupée aussi des besoins. Puis c'est ça, finalement, la productivité. C'est de s'occuper des besoins dans un délai raisonnable. Exact. Pas tout faire, tout cocher. Puis d'avoir cette satisfaction-là de la vie personnelle, vie au travail, surtout si j'ai dépensé toutes mes cuillères d'énergie comme personne avec des situations de handicap au travail toute la journée, puis qu'il ne me reste plus rien pour être la mère que je voudrais être, pour gérer mes finances, pour faire mon épicerie puis manger sainement parce qu'il ne reste plus rien. Il n'y a personne qui gagne au change. Puis cette personne-là qui avait l'air de super bien aller au bureau, qui du jour au lendemain, hop, est en arrêt de maladie, bien, ça reste des vases communicants, tout ça. On a un seul cerveau. Ben, c'est ça. Non seulement c'est notre outil principal, mais on en a juste un qui nous suit dans toutes les sphères de notre vie. Ouais, c'est ça. Fait que là, quelqu'un qui voudrait en savoir plus, là, où est-ce qu'on tue? Ben, en tout cas, nous, on est abonnés à l'infolette. Elle est vraiment superbe. On l'aime beaucoup. Moi, je continue de dire qu'un jour, là, je vois un magazine de saison. Je pense que ça serait hot, là. Ah, ouais. Comme le nom est là. Déjà, c'est ça. Moi, ça, c'est mon wishlist. Mais où est-ce qu'on peut vous suivre? Oui. Ben, en fait, on a un blog. Fait que c'est pas un magazine, mais on publie... l'équivalent virtuel. Ben, je publie un éditorial à chaque mois sur le desaison.ca. Il y a l'infolette temps blanc, laquelle vous êtes... c'est une infolette pour prendre du recul. Fait que c'est comme une lecture agréable une fois par mois.
boutique.desaison.ca pour en savoir plus sur nos ateliers, sur la formation modèle temps blanc, les parcours leadership Nouvelle Vague, parce que le temps blanc peut faire partie d'un parcours leadership aussi Nouvelle Vague. Donc, voilà, je pense que... Puis les médias sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Oui, et Parcours de leadership Nouvelle Vague sur lequel on a collaboré avec le plus grand des plaisirs aussi. Oui, vous êtes nos invités expertes dans la communauté, dans le membership leadership Nouvelle Vague. Oui, fait qu'on va mettre tout est dans tout. Tout est dans tout. Puis tous les liens vont être dans la description de l'émission. Puis merci énormément d'être venu partager tout ça avec nous. Ça me donne espoir de voir qu'on n'est pas tout seul à ramer. Ah, ben ça, des fois sûr. contre courant. On est vraiment dans la même... on rame ensemble. On peut ramer plus ensemble encore, puis on va se sentir encore moins. On va suivre le même tambour. Ah oui, moi, j'ai bien aimé ça, le nuance-moi ça, le temps blanc. Là, c'était on point. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. T'as apprécié l'épisode et t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion? Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuance.com.